toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Salut Sarah. Salut Damien. Allez, aujourd'hui nous accueillons sur ce plateau le saint patron de l'alimentation, le maestro du frigo, celui qui grâce à ses conseils avisés va bichonner notre santé sans nous faire forcément culpabiliser. Bonjour Jean-Michel Cohen. Bonjour Damien, bonjour Sarah. Bienvenue sur ce plateau, c'est un plaisir de vous recevoir ici. Guide d'achat pour bien manger, c'est le dernier livre que vous sortez, c'est aux éditions First. C'est un livre passionnant dans lequel vous avez passé au crible 700 produits tout de même. On va y revenir et c'est vrai que depuis que j'ai ce livre entre les mains, franchement, je ne m'en sépare plus. Je fais mes courses avec, c'est devenu mon meilleur ami. Ce livre, il apporte quoi de plus que tous les outils numériques dont nous disposons, vous savez, sur notre téléphone, qui nous permet de scanner notamment les codes barres pour avoir des informations sur la composition des aliments? Écoutez, c'est réjouissant pour la valeur humaine parce que quand on regarde le panel de tout ce qu'on peut avoir à disposition pour classer et comprendre les aliments, on se rend bien compte que rien n'est complet. Quand vous prenez le Nutri-Score, par exemple, le Nutri-Score évalue des valeurs nutritionnelles, des lipides, des protéines, des glucides, etc. Mais il ne donne pas la nature de l'aliment qui est à l'intérieur et notamment les ingrédients. Quand vous regardez certaines applications, eux, ils vont s'appuyer sur le Nutri-Score, ils vont rajouter des substances environnementales, certains d'autres vont étudier les additifs et au final, vous mangerez plus rien du tout. Tandis que l'œil humain permet de faire cette jonction entre la valeur nutritionnelle, la composition du produit et de montrer justement en les comparant les uns aux autres que quand vous êtes dans le rayon, vous prenez un produit et que juste à côté, vous avez un autre produit qui est mieux, plus intéressant pour votre santé, qui aura probablement le même goût et que vous payerez parfois même moins cher. C'est vrai. Ouais, donc, pour résumer, ces applications, on peut peut-être citer Yuka notamment, la plus connue. Il y en a d'autres, oui. Sont inutiles. Elles ne sont pas inutiles. Elles sont devenues tellement... Si vous voulez, pour faire le buzz aujourd'hui, vous êtes obligé de rendre les choses très négatives. Donc, à force de rajouter des éléments négatifs, vous devenez excessivement punitif. Et la phrase que je répète à 100 sous l'heure partout, c'est une bonne alimentation n'interdit rien. Vous avez le droit de manger un produit qui est pseudo mal classé quand vous l'associez à un autre bon produit. Et c'est la même chose pour tout ce que vous avez dans ce livre. Ça veut dire que vous avez certains produits qui sont mal classés, mais qui sont pourtant bons à consommer. Et à l'inverse, mal classés par d'autres, mais bons à consommer. Et à l'inverse, vous avez certains produits qui sont très bien classés, mais quand vous regardez vraiment la composition en ingrédients, c'est pas ce qu'il fallait faire. Et tout est une question de quantité. C'est pour ça que c'est intéressant ce livre. C'est-à-dire qu'il y a des produits qui sont très bien classés, mais si vous les consommez en grande quantité, ils deviennent mauvais. Alors qu'il y en a certains qui sont mal classés. Si vous les utilisez de façon très ponctuelle, dans ce cas-là, c'est inoffensif. Alors, je l'ai montré justement, c'est la dernière nouveauté du marketing alimentaire. C'est-à-dire que maintenant, sur les étiquettes, on a rajouté à côté de la liste pour 100 grammes, la liste par portion. Donc, si vous écoutez par exemple les pâtes à tartiner au chocolat, par portion, mais c'est génial. Mais la portion, elle est de 15 grammes. Or, qui d'entre nous mange une portion de 15 grammes quand vous touchez à ce type de produit? Donc, c'est la dernière fantaisie. Voilà. Exactement. Alors, une dernière question avant de passer aux news médias. C'est vrai que, je le disais en introduction, vous avez passé au crible 700 produits. 700 produits, comment vous avez fait? Vous les avez tous achetés? Vous les avez goûtés? On se promène dans les supermarchés maintenant. On a la chance de pouvoir disposer d'outils qui nous permettent d'enregistrer, de filmer, etc. Et derrière, on peut les regarder. Et les 700 produits n'ont pas été faits au hasard. J'ai pris les produits dont la consommation est la plus fréquente en France. C'est-à-dire, j'ai pas pris le produit un peu original, la barre de céréales du champion de bodybuilding. Ça m'intéressait pas. C'est les produits que les Français achètent. Absolument. Et c'est passionnant, je le disais, c'est vraiment un guide d'achat qui devient notre meilleur allié lorsque l'on fait les courses. On va y revenir dans quelques instants avec vous, Jean-Michel Cohen. Mais tout d'abord, je vous propose de découvrir les news médias présentées par Sarah Lecoeuvre. Allez, on commence ces infos médias avec le syndicat national des journalistes qui fustige France Télévisions après l'erreur sur la mort de Dominique Bernard. Oui, car la semaine dernière, les 13h et 20h de France 2 confondaient Dominique Bernard et Samuel Paty dans l'un des lancements. Léa Salamé avait présenté un mea culpa au lendemain de cette séquence, en publiant un message notamment précisant qu'un erratum serait diffusé au lendemain dans les 13h et les 20h, sauf que ça n'a pas suffi à calmer les esprits. C'est une faute impardonnable, a estimé le SNJ au lendemain de l'erreur, révélatrice selon eux de dysfonctionnements internes très inquiétants. Alors de son côté, le directeur de l'information, Alexandre Cara, a envoyé un mail en interne à ses équipes pour les appeler à la plus stricte vigilance. Nous allons devoir encore améliorer la chaîne de contrôle éditorial des textes et de nos éditions, pourtant importante, mais visiblement pas suffisante. Voilà ce qu'il a écrit. Jean-Michel Cohen, vous êtes un observateur très fin de la planète média parce que vous en faites partie aussi depuis bien des années. Vous pensez quoi des premiers pas de Léa Salamé à la tête du 20h? Comme tout le monde. Ça veut dire, je pense que Léa est une très très bonne animatrice.
de talk-show, mais elle n'est pas dans l'exercice classique du journal télévisé. Ça se ressent, les questions qu'elle pose. Et pourtant, moi, j'ai beaucoup d'affection pour cette femme. Ça veut dire, je la trouve péchue, avec du sens de la répartie. Mais je pense que c'était pas sa destinée, quoi. Elle aurait dû refuser, à mon avis. Elle aurait dû refuser. Mais je ne sais pas si elle a eu le choix. Donc, disons qu'il y a eu beaucoup de refus avant elle. Caroline Roux, par exemple, qui a refusé. Elle n'a pas vraiment eu le choix. Enfin, on peut le supposer. Est-ce qu'il y a des émissions dans lesquelles vous ne vous rendez pas pour vendre vos livres? Parce que je vous pose cette question, parce que c'est vrai que Léa Salamé anime le talk-show phare de France 2, qu'à l'époque, elle a été aussi à un moment donné sur France Inter. Est-ce qu'il y a des médias dans lesquels vous ne vous rendez pas parce que vous ne voulez pas, ou parce que peut-être eux ne veulent pas vous recevoir? Alors oui, vous venez de parler de France Inter. J'ai été pendant 10 ans un des invités réguliers du Fou du Roi, de Nagui, etc. Et puis curieusement, depuis un certain temps, je ne peux plus être invité sur France Inter. Je pense que c'est qui je suis, ce que je représente, mes engagements, notamment plus récemment mes engagements, comme d'autres juifs notamment, en faveur de la protection d'Israël. Et donc, il y a un anathème qui est jeté sur des gens qui ont une connotation, même si je ne me suis jamais affiché politiquement et je n'ai pas à le faire, il y a un anathème sur des gens qui sont classés moins à gauche. Je ne dirais pas plus à droite, mais moins à gauche. Arthur est invité, par exemple, sur France Inter. Parce qu'Arthur est inévitable. Ça veut dire Arthur fait partie des grands noms de la télévision française. Il n'y en a pas 36. Donc on ne peut pas refuser à Arthur. Derrière, il y a aussi cette nécessité d'être copain avec ceux qui détiennent le pouvoir. Et Arthur détient du pouvoir. Vous pensez que c'est votre participation aussi à des émissions sur CNews notamment qui vous a valu aussi cette espèce de... Peut-être, alors que c'était totalement ridicule, puisque moi j'interviens en tant que médecin nutritionniste. Donc moi je ne viens pas m'engager politiquement, mais et je suis censé parler à tout le monde, donc à droite, à gauche, au milieu. Donc je ne sais pas sûr que ça soit CNews. Je pense que c'est une question d'orientation, de copinage. Voilà, c'est comme ça. Après, c'est pas si grave que ça, parce que le paysage audiovisuel, il est éclaté aujourd'hui. Ça veut dire que quand vous passez pas sur un réseau, vous allez sur un autre. Et si vous passez pas sur plusieurs réseaux, vous passez sur des plateformes, etc., etc. Donc c'est pas très grave. Et puis après, vous voulez que je vous dise, moi j'ai du plaisir à parler de mon métier. J'ai pas forcément la nécessité d'aller aussi dans les couloirs glauques de Radio France. Glauque, vous dites. C'est franchement glauque. Je veux dire, je sais qu'ils ont des problèmes d'argent, mais quand vous allez à Radio France, franchement, les couloirs, il y a une atmosphère de Pravda, quoi. Carrément. Un petit coup de peinture et ça repart, vous savez. Je leur souhaite. Les écrans de télé ne marchent pas. Il n'y a pas de machine à café. Il n'y a plus de moyens, Jean-Michel Cohen. Vous savez, il faut faire des économies, c'est pour ça. Allez, on poursuit ces infos médias, Sarah, avec le doigt d'honneur, justement, de Jean-Luc Mélenchon, et c'était sur France Inter. Oui, la semaine dernière, le chef de file de la France Insoumise répondait aux questions de Benjamin Duhamel, c'est dans la première matinale de France. L'échange s'est avéré tendu, l'invité ne souhaitant pas répondre à la question sur la démilitarisation du Hamas dans la bande de Gaza, mais sans doute ce qui a le plus choqué, c'est ce geste dévoilé par les équipes de Quotidien au lendemain de la séquence. C'est des images hors antenne et on voit Jean-Luc Mélenchon faire un doigt d'honneur dans le studio, tout en quittant le studio. Bien sûr, la séquence est devenue virale sur les réseaux sociaux. Son attaché de presse a démenti ce geste. C'est totalement faux. Je me trouvais en face de lui dans l'encadrement de la porte et il n'a pas fait ce geste. C'est ce qu'elle assure. Cette présentation tronquée et mensongère déforme profondément la réalité et contribue à fabriquer une polémique artificielle. Voilà ce qu'elle a déclaré encore. C'est vrai que Jean-Luc Mélenchon est pointé du doigt aussi pour ses prises d'opposition depuis le 7 octobre. Vous, Jean-Michel Cohen, vous étiez encore il y a quelques jours à Tel Aviv. On connaît aussi vos positions sur ce sujet. L'attitude de Jean-Luc Mélenchon dans le paysage politique aujourd'hui, vous ressentez quoi? Il vous exaspère? Au contraire, il a le droit d'exister? C'est une voix différente? Il a pratiqué la calomnie. Ça veut dire, pour qui connaît vraiment la situation du Moyen-Orient, ce qui n'est pas beaucoup le cas de beaucoup de gens en France, tout ce qui a été raconté, c'est de la calomnie d'un pays. C'est raconter l'apartheid, j'en reviens. Donc je peux vous dire que raconter l'apartheid en Israël, quand vous voyez notamment dans les hôpitaux israéliens la cohabitation entre médecins arabes, médecins palestiniens, médecins israéliens, quand vous voyez dans les centres commerciaux des femmes voilées, plus voilées qu'ici en France, venir s'adresser en demandant un service à une vendeuse, etc. Donc il a calomnié ce pays. Et à ce titre, il est détesté par la communauté juive, parce que, il l'a fait pour des raisons politiciennes, mais ça ne correspondait pas à la réalité, il y avait un manque de franchise et d'honnêteté là-dedans. Et vous revenez de Tel Aviv, vous avez assisté à la libération des otages. C'était... Comment c'était?
C'était ce que je ressens là aujourd'hui. On était sur la place des otages. Il y avait cette chanson qui est incroyablement lancinante. On voyait les hélicoptères arriver, ramenant des otages dont on voyait les photos et l'état lamentable. Ça veut dire, il y a des visages dont je suis sûr qu'ils ont été maquillés. Moi, je suis médecin. Je connais la pâleur d'un bras et je connais la valeur d'un muscle. Et donc, au bras de certains, je voyais bien ce qui s'était passé. Donc, tout le monde avait la gorge serrée. La gorge serrée de voir cet instant où on revivait. Tout le monde a pleuré. Moi, j'avais les larmes aux yeux là-bas. C'est des gens qui ont été encagés, pas enfermés, je veux dire. Et cette comparaison entre prisonniers et otages qui a été encore calomniatrice. Des gens encagés qui reviennent comme je veux dire, comme on avait vécu les images de la Shoah et en même temps le bonheur de leur libération. Donc c'était un moment historique, extrêmement émouvant. Vous avez vécu avec l'animateur Arthur aussi, qui s'est rendu sur place. Oui, parce que, si vous voulez, ce que les gens n'ont pas compris, c'est que Israël, pour les Juifs, c'était le refuge. Donc ça veut dire que si toute la communauté juive du monde entier s'est mobilisée, Israël, c'était le refuge. Après la Shoah, personne n'aurait pensé que nous revivrions un moment pareil. Donc c'était un choc. Ouais, absolument. Et Arthur, qui a sorti un livre aussi qui a beaucoup fait parler, hein. J'ai perdu un bédouin dans Paris, dont il a beaucoup parlé sur les plateaux de télévision. Il parle de la solitude du peuple juif aujourd'hui en France. Écoutez, je vais vous raconter une anecdote. Un de mes copains travaille dans l'environnement du président de la République et je lui avais dit à l'époque, ce qui m'a dérangé après le 7 octobre, c'est qu'on ne m'a plus vu comme le docteur Jean-Michel Cohen, on m'a vu comme un juif. Ouais. Ça, c'était terrible. Et il l'a dit à Macron, qui était très étonné de ça, ce qui n'a pas empêché Macron de dire des tas de choses qui n'ont pas été très positives pour la communauté juive et pour Israël. Mais on est passé d'un statut à un autre. On était juif avant tout. Et juif avant tout, il ne manquait plus qu'une étoile pour qu'on revienne aux heures les plus sombres de notre histoire. Donc, bien sûr... Vous vous sentez seul aujourd'hui en France? Vous vous sentez en danger, comme le dit Arthur dans son livre? En danger, oui. Ouais. En danger, oui. Ça veut dire, avant, je me promenais dans la rue, on me fait des selfies, on me dit bonjour, etc. Ouais. Mais aujourd'hui, dans certaines rues, je vais me retourner, je suis attentif. Je suis attentif. Je n'étais pas attentif auparavant. Donc, je suis attentif. Et toute la communauté juive est comme ça aujourd'hui. On est attentif. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas là pour résister. Moi, je fais partie des gens qui disent « je vais résister ». Vous n'avez pas envie de partir, vous n'avez pas envie de quitter ce pays? Non, je résisterai tant que je pourrai jusqu'au bout. C'est clair et net. Je ne baisserai pas la tête non plus. Donc, j'ai plaisir à parler dans les taxis, même avec des gens d'une communauté différente, d'Israël, des Juifs, etc. Je me rends compte d'ailleurs qu'on entend plus les méchants que les gentils. Et la majorité silencieuse est avec nous. Mais comme le dit Sophia Aram, les gens modérés manifestent modérément. Ouais. C'est-à-dire, on a une majorité de gens qui soutiennent la communauté juive et Israël, mais ils ne le disent pas assez fort. Allez, on termine ces infos médias avec le chiffre du jour, 500 000. Et oui, c'est la somme d'argent qu'aurait empoché George Alain Jones à la sortie de la Starac. Vous vous souvenez, c'était ce candidat qui a marqué les esprits dans la deuxième saison du jeu de TF1 qui a vu triompher Nolwenn Leroy. Alors, malgré sa défaite dans l'émission, eh bien, il ne regrette pas sa participation puisqu'il a empoché de nombreux droits à l'image avec les couvertures de presse et les royalties, soit près d'1 demi-million d'euros. Donc, puis par ailleurs, il a rencontré sa compagne, celle qui deviendra la mère de sa fille Chiara, qui était une danseuse de Kamel Wally. Mais quelle chance. Bon, 500 000 euros, Jean-Michel, c'est la moitié de ce que vous allez toucher pour ce livre, non? Minimum. J'espère. On vous le souhaite. On vous le souhaite. Et puis comme on participe un peu à ce succès, j'espère que vous nous donnerez allez, un petit 10%, on n'est pas très gourmand. Je vous reconnais là, Damien. Vous savez, on ne change pas une équipe qui gagne. Bon, Jean-Michel Cohen, justement, il est passionnant ce livre et on en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV. Guide d'achat pour bien manger, c'est donc le titre du nouveau livre que vous sortez aux éditions First. Vous avez décortiqué 700 produits afin de nous les conseiller ou nous les déconseiller d'ailleurs. Quels sont les critères que vous avez pris en compte pour les classer, ces produits? Je regarde la complexité du produit. Je commence par regarder d'abord les valeurs nutritionnelles pour voir si on a dérapé ou non. C'est-à-dire si on a mis trop de sucre, trop de graisse, trop de sel, mais je suis un peu plus gentil que certains de mes confrères qui sont systématiquement stigmatisants. Et ensuite, dans la deuxième partie, je regarde la composition, les ingrédients. C'est vrai, est-ce qu'il y a eu une vraie promesse? Est-ce que dans un riz aux crevettes, on a mis assez de crevettes? Est-ce que la qualité du poisson qu'on a mis dans des filets de poisson pané, c'est du bon poisson? Est-ce qu'on a utilisé du poulet, des filets de poulet, ou est-ce qu'on a utilisé des poulets recomposés, c'est-à-dire de la chair de poulet arrachée mécaniquement?
quand une pâte à tartiner au chocolat se présente, quel type d'huile on a utilisé, et quand vous faites la connexion des trois, et c'est là où l'œil humain est beaucoup plus performant que les applications, parce que l'algorithme, il a toujours des limites. Ça veut dire, ils ont mis une limite, si vous la franchissez, vous êtes grillé. Or là, moi, je peux aller au-delà de la limite de temps en temps. Et derrière, je choisis 4 produits, en général, parce que c'est pas la peine d'acheter 30 produits, 4 produits que j'ai trouvés meilleurs que les autres, et 4 produits où je dis, franchement, ce sont des gens qui devraient améliorer leur formule, ou des produits qu'il vaudrait mieux ne pas consommer. Et là, je m'affiche. Ça veut dire, je sais que je prends pas de risque, parce que ce que je dis est contrôlé scientifiquement, mais je m'affiche. C'est-à-dire, il y a des marques qui vont m'écrire en me disant que vraiment, je suis le pire des nutritionnistes. Il y en a d'autres qui vont me dire, c'est trop génial, est-ce que je pourrais utiliser votre image pour le mettre sur le packaging, etc. Donc oui, parce qu'à partir si vous faites de la pub, alors ça peut m'arriver, si je trouve un produit d'exception, de m'engager pour lui. Je l'ai fait pour un pain allemand il y a 15 ans. Ce pain allemand, c'est celui qui a été à l'origine des pains vikings, des pains nordiques, etc. C'était une formule de pain graine qui était franchement géniale. Il a été copié par tout le monde, donc je l'ai fait il y a 15 ans. Je l'ai fait à l'époque pour Danone, quand on avait besoin de créer un programme pour le cholestérol. Voilà, mais je reste dans des limites où je considère que l'industriel, il a vraiment apporté un truc. Si c'est pour aller faire la pub d'un gars, un produit, bon, ça prendre un gros chèque, non. Prendre le gros chèque, ça peut être intéressant, il ne faut jamais dire que c'est pas intéressant, mais je perds aussi ma crédibilité. Bien sûr. Et ma crédibilité, elle vient de mon honnêteté sur ce plan-là. Et vous avez été surpris par la nocivité de certains produits, et si oui, lesquels? Ah ouais, de temps en temps. Alors, il y a 2 produits qui m'ont gêné, c'est les produits végétariens, et végétaliens surtout, où là, alors, on navigue, mais alors vraiment, c'est honteux de spéculer sur un produit dit végétarien, végétalien, qui a une connotation très forte et très positive, et en même temps de mettre des ingrédients, mais pourris. C'est-à-dire des mélanges de graisse, des agglomérants, des épaississants, etc. Et au fond, vous dites, ils ont fait une galette de légumes, sauf que pour faire une galette de légumes industrielle, elle est catastrophique. Et il y a eu un deuxième produit, je suis désolé de le dire, mais les produits communautaires. Ça veut dire que tout ce qui est halal et cachère vendu en supermarché, c'est pas bon. Allez acheter des saucisses cachères ou halal en supermarché, vous allez voir. Pourquoi c'est pas bon? Parce que les ingrédients qui sont mis sont mauvais, parce qu'il y a plein de colorants, parce que c'est vraiment... Et ça m'a choqué, parce que à la limite, je veux dire, allez chez votre boucher artisanal, si vous êtes communautaire, si vous voulez pas manger des viandes qui vous sont interdites par votre religion, allez les acheter chez votre boucher, n'allez pas prendre ça dans un supermarché. Voilà, ça c'est 2 catégories de produits qui m'ont vraiment détesté. Et c'est vrai qu'on constate généralement, et on a tous fait cette expérience, que quand c'est bon dans la bouche, quand c'est bon en goût, c'est mauvais pour la santé. Est-ce que ça se vérifie aussi à travers toutes les études que vous avez faites? Alors, il y a un petit système que je vais vous dévoiler en exclusivité aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle dans l'industrie agroalimentaire le Bliss Point. C'est quoi? Le Bliss Point, c'est quand vous réussissez à toucher sur un type de produit donné l'équilibre parfait entre le sucre et les graisses qui va donner au consommateur l'envie absolue de le reconsommer. C'est ce qu'a réussi Nutella. Nutella a réussi à toucher ce bliss point qui fait que la crème est suffisamment fluide, l'équilibre entre sucre et graisse, tout le monde sait ce que c'est que le Nutella, j'ai pas besoin de critiquer ou de dire que c'est bien, etc. L'équilibre sucre et graisse est tellement parfait que quand vous avez consommé à ce produit, c'est pas de l'addiction, mais votre désir de le reconsommer est de plus en plus fort. Et quand vous touchez ce bliss point dans l'industrie agroalimentaire, jackpot. Vous avez gagné, parce que là, vous êtes sûr que les 10 produits consommés vont en vendre 700 plus. Ils ont supprimé l'huile de palme quand il y avait eu le scandale il y a quelques années. Non, ça c'est faux. Ils n'ont toujours pas supprimé l'huile de palme. Ils ont changé son nom. Ils ont écrit sur les boîtes huile végétale. Et de temps en temps, les marques nobles vont mettre huile végétale. Et ça, on a le droit. En fait, ça revient au même. Et les vraies bonnes marques, elles mettront une parenthèse, huile de palme, huile de colza, etc. Donc, l'industrie agroalimentaire, elle est plus forte que nous parce qu'elle a une subtilité, elle a des services. Dans le vocabulaire aussi. Bien sûr. Mais ils nous rendent service. Quand vous achetez des carottes râpées, vous voyez, regardez un garçon comme Damien qui est capable de râper des carottes. Si, je peux, mais je me râpe les doigts aussi. Il va acheter la supérette en face. Pré-découpées, c'est bien. C'est vrai, ça. c'est ce que je fais, absolument. Et c'est pas mauvais. Mais oui, mais j'étais sûr. Je vais vous inviter à manger ce midi avec moi si vous voulez. Alors, Jean-Michel, il y a une donnée aussi que vous nous communiquez systématiquement dans ce livre, c'est le fameux Nutri-Score. Alors, c'est un système d'étiquetage nutritionnel, on le rappelle, qui classe les aliments de A à E, A étant la meilleure note et E la pire. Est-ce qu'on peut s'y fier aveuglément à ce Nutri-Score? Malheureusement, non. D'abord, je vous rappelle que le Nutri-Score, c'est le fils du curseur nutritionnel que nous avions créé avec Patrick Serog.
D'abord, c'est la première chose. Et nous n'étions pas d'accord avec le Nutri-Score parce que nous pensions qu'il fallait classer par catégorie de produits, c'est-à-dire essayer de distinguer à l'intérieur des barres de céréales celles qui étaient un peu meilleures, un peu moins bonnes, etc., et non pas sur tous les produits. La deuxième chose, c'est que les industriels ont réussi à contourner ce Nutri-Score en faisant une espèce de logo marketing. Je vais utiliser le Nutri-Score, il y a des gens qui n'achètent que A, ce qui est une connerie absolue. Merci de me le dire, parce que c'est ce que je fais. Il faut le dire, non mais c'est bien de le dire. Non mais ça rend les gens obsessionnels, ils pensent que parce qu'ils achètent A, ça va être bien pour leur santé. C'est faux, ce qui est totalement faux. Et le troisième problème du Nutri-Score, c'est qu'il analyse les valeurs nutritionnelles, glucides, lipides, protéines. Il ne vous donne pas la portion à consommer. Il ne vous dit pas avec quoi, ce que vous allez manger avec. Et il ne vous permet pas d'harmoniser votre alimentation. Donc imaginez que, par exemple, ils ont classé les fromages. La plupart des fromages sont mal classés. Pourtant, le fromage, c'est vraiment la France typique. Mais vous prenez un morceau de fromage à la fin de votre repas, mais vous avez mangé un poisson blanc avant, avec un peu de riz et quelques haricots verts, vous mangez votre morceau de fromage, il n'y a aucun problème avec ça. Donc, manque de portions, manque d'association alimentaire, utilisation au titre d'un logo marketing, des barrières qui sont trop fines et donc qui déclassent les produits sur des microgrammes. Ça n'a plus d'intérêt. On va entrer dans le vif du sujet, cher Jean-Michel. On va vous montrer un certain nombre de produits. Vous allez nous dire s'ils sont nocifs ou pas. Alors déjà, on va commencer par ce produit que les Français connaissent très bien, c'est la baguette. La baguette, est-ce que c'est grave, docteur, si j'achète une baguette industrielle, par exemple? Elle est moins bien que la baguette tradition, pour une simple raison. En boulangerie. Voilà. Même une baguette tradition que vous achèteriez dans un supermarché, la différence, c'est que la baguette tradition, elle n'a le droit, pour être nommée baguette tradition, qu'à être composée de farine, d'eau, de levain, de sel, et parfois d'un peu d'additifs, mais très peu en général, c'est des enzymes. Dans une baguette industrielle, vous allez pouvoir mettre autant d'additifs que vous le voulez. Donc, la baguette, voilà, donc ça va changer sa charge glycémique, elle sera moins bonne au goût, elle est moins chère aussi. Et plutôt cuite ou pas trop cuite, ou la baguette? Ça change rien en fait. Ça change rien. Vous savez, j'avais un vieux patron qui disait, à force de manger des fromages moisis qui sont pas moisis, la baguette qui est trop cuite et qui me donne le cancer, etc., la vie sera plus longue parce qu'elle sera beaucoup plus ennuyeuse. Alors on passe à une autre photo, les céréales pour le petit déjeuner. Alors déjà on voit ces célèbres pétales chocolatés, n'est-ce pas? Classé B d'ailleurs par le Nutri-Score, figurez-vous. Alors là on ne le voit pas sur ce packaging, mais normalement c'est classé B. Ça c'est assez étonnant quand même que le Nutri-Score classe ce genre de céréales B, sachant qu'on imagine c'est sucré, c'est un produit ultra transformé. C'est quand même effectivement un indicateur qui peut nous tromper. Voilà, mais c'est absolument ça. Ça veut dire que le produit est classé B parce qu'ils ont classé la valeur nutritionnelle. Il y avait un taux de sucre qui était raisonnable, avec un taux de protéines et un taux de graisse qui était à peu près raisonnable. Mais malheureusement, on est dans la gamme des produits ultra transformés. Et on sait que les produits ultra transformés, ils sont vraiment considérés aujourd'hui comme promoteurs d'un certain nombre de maladies. Je déteste ce produit, les céréales du petit déjeuner, parce que je trouve d'abord, si on connaît l'histoire des céréales du petit déjeuner, ça a été une opération marketing folle, déclenchée par les Américains à l'époque, et en plus parce qu'ils ne rendent pas service aux enfants, parce que l'intérêt c'était de les manger avec du lait et les gosses les piquant avec les mains. Donc vous conseillez aucun céréale pour le petit-déj? Non, vaut mieux s'en passer. Des céréales de base, c'est-à-dire la graine de base. Par exemple l'avoine, qui était un produit plus intéressant. Allez, prochaine photo, l'apéritif quand même, ça c'est le plus important dans la vie, Jean-Michel, vous n'allez pas nous contredire. Est-ce qu'on peut participer à ce grignotage collectif sans forcément mettre sa santé en danger? Nous retirez pas ça. Ah ouais, c'est non, alors attendez, parce que celle-là, ce paquet de chips en particulier, vous n'êtes pas forcément très sévère, vous dites que ça passe. Non, vous pouvez manger des chips, le problème ça va être la portion. Je rappelle que les chips c'est 540 calories au 100 grammes avec une composition essentiellement grasse. Une chip c'est quoi? C'est de la pomme de terre passée dans l'huile. Donc les deux ingrédients c'est pomme de terre et huile. Donc vous pouvez, et sel, vous pouvez en manger un peu, mais qui est capable de se limiter à 15 grammes de chips? Qui est capable de se limiter à ça? Et c'est le problème des apéritifs. Donc mais il y a plein de nouveaux produits qui apparaissent à l'apéritif. Mais en fait moi je reviens à la cuisine à la maison. Alors il y a une initiative en ce moment qui consiste à dire que les plats traditionnels c'est du wokisme nutritionnel maintenant. C'est pourri, mais je suis désolé, faire des petites verrines, des petites brochettes. Il faut avoir le temps. On travaille tous. Moi, j'ai pas le temps de faire des verrines. Nous, on l'a lu votre livre, ça nous a pris la soirée, j'ai pas eu le temps de cuisiner, moi, hier. Allez, autre aliment, les matières grasses. On va voir apparaître à l'écran du beurre, notamment. Et de la margarine. Et de la margarine.
Alors, ça, c'est un des grands problèmes de notre temps. Ça veut dire le beurre, il a été stigmatisé parce qu'il est riche en graisse saturée, c'est-à-dire qu'il bouche les artères, etc. Mais on oublie de dire qu'il contient de l'acide butyrique qui est censé freiner l'explosion des cellules cancéreuses. Donc, il y a du positif quand même dans le beurre. En plus, c'est un produit du lait, donc il est assez agréable à consommer. La margarine, c'est de l'huile végétale qui a été fabriquée sous forme de margarine. C'est meilleur normalement. Si vous avez, c'est meilleur pour la santé, mais c'est dégueulasse au goût. Ah oui. Donc, autant prendre une tartine de beurre une fois par semaine. On peut. Mais bien sûr. Voilà, bien sûr. on a négocié ça aujourd'hui. Mais c'est ça l'alimentation. Je vous répète, une bonne alimentation n'interdit rien. Le problème, c'est les gens qui vont prendre 40 grammes de beurre le matin et ceux qui vont manger de la margarine qu'ils n'aiment pas, mais pour leur santé. Finalement, ils ne sont jamais rassasiés. Alors... Jean-Michel Cohen, vous accompagnez de nombreux particuliers aussi dans leur régime afin qu'ils puissent perdre du poids, afin qu'ils puissent rééquilibrer leur alimentation. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de cette méthode, vous savez, qui consiste à ingérer un médicament contre le diabète pour maigrir à une vitesse grand V, une vitesse record. Il y a beaucoup de célébrités qui se tournent vers ce type de procédé. Vous en pensez quoi, vous ? Eh bien, au début, on a cru au miracle et aujourd'hui, on ne croit plus au miracle pour 3 raisons principales. 1, c'est vraisemblablement un traitement à vie quand vous le prenez. Ça veut dire, si vous l'arrêtez, les statistiques aujourd'hui dont on dispose montrent qu'au bout de 6 mois, parce que les gens l'arrêtent au bout de 3 ans en général, au bout de 6 mois, 80% de reprise de poids. Deuxièmement, plus d'effets secondaires que ce qu'on supposait. C'est-à-dire j'ai une anecdote qui va vous plaire. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ont des nausées, des vomissements, des troubles digestifs, et on a eu aux États-Unis un cas extraordinaire de bézoard. Le bézoard, c'est quand vous avez le bloc alimentaire qui se bloque dans l'estomac parce que ce produit ralentit la vidange gastrique. Donc le bloc d'aliments est resté dans l'estomac. Et le traitement de ce bézoard aux États-Unis, ça a été de faire boire à ce monsieur 3 litres de Coca-Cola. 3 litres de Coca-Cola. Et le Coca-Cola a eu pour effet de dissoudre ce bézoard et donc il s'en est servi. Et donc c'était l'anecdote du jour. Et le troisième sujet, c'est le prix. Ça veut dire que c'est un traitement qui coûte entre 200 et 500 € quand on atteint les doses maximum. Tous les mois pendant plusieurs années. Donc c'est ça que les stars y ont recours souvent. Parce qu'ils dire que chaque fois que vous voyez un bel amaigrissement à la télévision, j'ai pas besoin de citer de nom. Voilà, généralement, effectivement, on sait effectivement. Et puis généralement, vous voyez un surplus de peau, etc. Enfin, c'est pas très joli non plus. Merci beaucoup, Jean-Michel Cohen. Merci d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous sortez ce livre passionnant que l'on recommande, Guide d'achat pour bien maigrir. C'est aux éditions First. Et on vous retrouve également à la télévision. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais souvent aux côtés de Julien Courbet dans Ça peut vous arriver. C'est sur M6 et RTL. On a plaisir à vous retrouver également sur le petit écran. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Et le Buzz TV revient dès demain avec une nouvelle invitée. Ce sera Laurie Choleva qui sera notre invitée pour parler de son roman où elle rend hommage à son grand-père qui a été déporté lors de la Shoah. Ça s'appelle Pépé Jacques, c'est absolument émouvant. Merci d'avoir été avec nous sur le Buzz TV. Très bonne soirée à toutes et à tous sur le Figaro TV.